les Français s'informent quotidiennement auprès de un peu plus de 3 médias, je crois que c'est 3,4 ou 3,5 médias par jour. Donc chaque jour, ils écoutent une télé, ils écoutent une radio, ils lisent un magazine ou un journal ou un site. Et donc c'est une façon de croiser l'information. C'est-à-dire que l'esprit critique existe en France, et en revanche, eh bien là, la confiance est très élevée. Elle est souvent autour de entre 60 et 70%. Et donc, ça veut dire que les Français, une fois qu'ils ont fait leur sélection, ils sont assez confiants dans l'information qui va être donnée par le ou les médias qu'ils privilégient. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, Pastille Actu aujourd'hui, où j'ai l'honneur de faire donc cette pastille avec Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste au journal La Croix. Jean-Christophe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour commenter ensemble les conclusions du tant attendu 36e baromètre La Croix Kantar Public One Point, qui est paru ce mardi 24 janvier. C'est quelque chose dont on a régulièrement parlé à ce micro Mediarama et dans la newsletter parue mercredi notamment. Voilà, je suis ravi d'avoir non seulement quelqu'un de La Croix, mais le rédacteur en chef pour en parler. C'est très sympa d'avoir accepté l'invitation. L'idée, voilà, c'est de prendre un peu les thèmes les plus proéminents de ce baromètre, qui est très complet. Je mettrai le lien vers ce qu'on peut diffuser de ce baromètre-là. Est-ce que, avant qu'on entre dans le détail, Jean-Christophe, tu pourrais nous faire un résumé de ce qui ressort de ce baromètre ? Eh bien, d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours très intéressant de pouvoir commenter le baromètre des médias. Voilà, les journalistes s'interrogent en permanence sur le travail qu'ils effectuent et la façon dont ce travail sur l'information et l'actualité est perçu. Et ce baromètre est effectivement très intéressant. Il y a un fait majeur, c'est le regain d'actualité le regard d'intérêt pour l'actualité qui est noté, qui apparaît. C'est donc un sondage qui porte sur l'année 2022 et qui a été réalisé tout début 2023. Et visiblement, les événements de l'année 2022 ont suscité beaucoup d'intérêt et d'attention de la part des Français. Cela dit, le baromètre permet aussi de constater qu'il y a une fatigue informationnelle qui s'installe, qui avait déjà été relevée les années précédentes et elle se confirme, notamment parmi les femmes et les jeunes. Et bien sûr, on a cette année posé un jeu de questions assez fourni sur les réseaux sociaux. Et voilà, les résultats font apparaître un fossé générationnel entre, je dirais, les moins de 35 ans et le reste de la population. Voilà, on y reviendra. Notamment sur les réseaux sociaux, effectivement, voilà. On va y revenir. C'est effectivement un bon résumé, hein. C'est ce qu'on ressent quand même en filigrane de cette étude, ce regain d'intérêt, mais cette fatigue et puis ce fossé un peu entre les jeunes. Alors le regain d'intérêt, pour le chiffrer, hein, puisque c'est quand même tout l'intérêt de ce baromètre que vous faites maintenant effectivement depuis 36 ans, c'est d'avoir des chiffres et de voir l'évolution. Au niveau du regain d'intérêt, c'est au plus haut depuis 1974, donc 76% des gens qui s'intéressent à l'actu versus un plus bas qui était en 2020 et 2022 à 62%. Il est vraiment très net. Toi, tu disais c'est l'actualité. Est-ce que c'est uniquement une question d'actualité qui fait qu'on ait un regain tel pour l'actualité ? En tout cas,
c'est clair que l'actualité 2022 a été très forte, et notamment on pense à la guerre en Ukraine, on pense aussi à tout ce qui relève des événements climatiques en France, et notamment toute la séquence estivale avec les incendies, avec les épisodes de pics de chaleur, et enfin on pense à l'élection présidentielle, aux élections législatives qui ont suivi en juin. Et ça, c'est intéressant parce qu'on constate que ce regain d'intérêt pour l'actualité, quand Kantar Public discrimine avec l'adhésion politique des personnes qui ont répondu au sondage, on constate que les gens, les sympathisants du Rassemblement national et de LFI témoignent d'un regain d'intérêt pour l'actualité. Donc, alors que paradoxalement, ce sont ceux qui, donc extrêmes, remettaient le plus en cause les médias traditionnels. Voilà, il y a un discours dans ces deux partis, effectivement, en tout cas encore assez récent, qui était un peu d'estimer que les grands médias, notamment télévisés, radio, ne leur donnaient pas assez la parole, qu'ils étaient marginalisés. Eh bien, visiblement, cette considération a perdu un peu d'acuité, et voilà, et visiblement, eh bien, ça peut aussi, finalement, cette information est un peu convergente avec le fait que ces deux partis ont fait des bons scores, aussi bien la présidentielle que législative. Voilà, en tout cas, les personnes qui sont proches de ces partis, voilà, ont beaucoup été participants, je dirais, à l'information. Ouais, clairement, c'est vrai que ça se ressent. Et pourtant, tu l'as dit, on ressent, et c'est quelque chose d'assez nouveau, cette fatigue informationnelle. 51% des sondés ressentent souvent de la lassitude par rapport à l'actualité. Un cinquième des sondés, 21%, déclarent s'informer moins que les années passées, dont une surreprésentation de femmes et de jeunes, respectivement 25 et 33%. Et quelque chose d'intéressant qui était noté ici dans l'article de La Croix, c'est que c'est des résultats comparables à une autre étude qui a été faite par la Fondation Jean Jaurès et d'Obsoco, l'Observatoire Société de Consommation, sur la fatigue informationnelle, qui avait étudié et chiffré en septembre dernier ce nouveau phénomène. Alors, dans les raisons, avant que je te laisse la parole, les principales raisons invoquées pour cette fatigue, c'est on parle toujours des mêmes sujets dans les médias, 45%, avec des sujets vraiment surreprésentés. Je me sens angoissé ou impuissant face aux informations, 35%. Donc ce côté un peu anxiogène fait que ça me fatigue. Je n'ai pas envie d'y retourner et je n'ai pas confiance dans ce que disent les médias, qui est la troisième raison invoquée sur cette fatigue, à 22%. Elle vient d'où cette fatigue, Jean-Christophe ? Donc les items que tu as cités sont assez révélateurs. Nous, on a posé cette question-là parce que effectivement, c'est une question que les médias se posent. Ça fait donc plusieurs années que cette lassitude, finalement, par rapport à l'information est perçue. Donc, on a voulu connaître les raisons. Et de fait, voilà, le fait que on parle toujours des mêmes sujets dans les médias, c'est vraiment la raison première. L'angoisse aussi, l'impuissance, c'est une raison, je pense, qu'on éprouve peut-être parfois le matin en allumant le poste radio, parce que souvent les informations qui sont données sont assez souvent reflètent des conflits, des situations de guerre, des situations finalement de crise, de tension, de crise interne ou externe. Donc, et finalement, il y a souvent, je dirais, peu d'informations positives. Voilà, donc on rejoint là cette idée de est-ce que les médias devraient être plus vigilants dans les informations qu'ils communiquent. C'est vrai qu'un train qui arrive à l'heure, c'est jamais une info.
Donc les médias se concentrent plutôt sur les trains qui arrivent en retard, mais dans un monde qui est de plus en plus complexe, il y a certainement un rôle des médias à faire ressortir des initiatives, des réalisations qui montrent que des solutions existent. Donc, c'est tout l'enjeu effectivement journaliste... Exactement, du journaliste de solution. J'avais reçu Reporter d'espoir à ce micro. Bien sûr. Il y a une responsabilité des journalistes. Est-ce que ça, en lisant ce baromètre, ils se disent bon, là, il faut qu'on change. On a une responsabilité là-dedans. Est-ce qu'il y a des nouveaux formats à sortir pour justement répondre à cette fatigue? Alors, je pense que des nouveaux formats existent, effectivement. On les entend sur certaines radios. On voit un petit peu des sujets de ce type dans des magazines ou sur des sites spécialisés d'ailleurs. Je pense que l'une des façons de privilégier, je dirais, un journalisme de solution, c'est aussi d'essayer de l'incarner, c'est-à-dire le registre du portrait ou de l'interview, est souvent un registre, surtout quand on se fixe un objectif un peu déterminé, c'est-à-dire une fois par semaine ou même tous les jours. À la limite, on va faire un portrait d'une personnalité, d'une personne qui, sur le terrain, est engagée à trouver des solutions. Eh bien, on génère de cette façon-là, on systématise finalement un journalisme de solution qui montre que voilà, effectivement, on peut dans ce monde complexe dans lequel nous vivons, il est possible d'avancer, de profiter d'expériences qui sont menées ici ou là, et d'avancer ensemble. Très, très, très vrai, je partage. Et je rebondis, je reviens sur ce côté fatigue. Est-ce que chez vous, à la Croix, les journalistes, est-ce qu'ils en souffrent? Est-ce que vous partagez ces chiffres-là et vous en parlez? Alors chacun réagit à sa manière. Moi, à titre personnel, par exemple, lorsque c'est un week-end où je ne suis pas de permanence, par exemple, à la rédaction en chef, je vais facilement couper, je dirais, les flashs d'infos et ne pas trop m'intéresser aux journaux d'information télévisés ou radio, et aller plutôt vers des émissions magazines qui permettent d'aborder des sujets de fond. Voilà, donc chacun a ses petites façons parfois de couper par rapport à un rythme de l'actualité qui est extrêmement trépidant. Voilà, les radios et les télés, évidemment, privilégient parfois des infos qui vont apparaître un petit peu, sinon anxiogènes, en tout cas retenir l'attention par l'émotion que ces informations dégagent. Mais voilà, l'émotion positive, c'est aussi quelque chose dont les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs ont besoin. Mais qu'on sait paradoxalement être moins efficace en termes de rétention, de temps de parcours. Et donc, quand on est sur des modèles économiques, publicitaires, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu contradictoire entre ce qu'on veut faire et la news. Mais c'est un autre sujet. Deuxième grand sujet du baromètre. Peut-être là pour rebondir, peut-être que nous, en tout cas, à la Croix, puisqu'on fonctionne beaucoup par abonnement, que ce soit abonnement numérique ou abonnement papier. Finalement, notre positionnement qui est justement le journalisme de solution est l'un des éléments de notre positionnement éditorial. Et on peut penser qu'un certain nombre d'internautes ou de lecteurs qui vont s'abonner à la Croix vont le faire précisément parce que nous maintenons une certaine distance par rapport à l'actualité, qu'on ne se précipite pas dans une sorte de course à l'audience, et que voilà, on fait la part des choses entre des informations qui décrivent finalement une réalité parfois brutale et violente dans le monde ou en France, et d'autres informations qui vont finalement être plus positives. C'est bon de le rappeler, effectivement. Le deuxième sujet dont je voulais parler avec toi, c'est la crédibilité des médias. En tout cas,
support par support, et je trouvais ça assez intéressant. C'est a priori donc une spécificité française. La radio, c'est le média jugé le plus crédible. 54% des répondants de l'étude considèrent que les sujets traités à la radio rendent compte de l'actualité de manière plus ou moins fidèle, contrairement à Internet et aux réseaux sociaux qui, eux, sont vraiment presque en bas de classement avec 33% de crédibilité. Alors, je ne l'ai pas mis, mais je l'ai rajouté un peu plus tard. Les influenceurs, et c'était quand même plutôt la bonne nouvelle, n'étaient crédités que de 17% de crédibilité. Donc, voilà, c'est quand même bon de voir que non, tout le monde ne tombe pas dans le piège de croire ce que disent les influenceurs, qui par ailleurs peuvent faire des choses super, mais sur ce qui est actualité, c'est pas le cas. Voilà, donc dans l'ordre radio, puis journal, puis télévision, 54, 52, 49%. Ça te paraît... et dernier point avant que je te laisse la parole, comme quelque chose aussi intéressant, c'est les journaux de TV d'information qui restaient globalement une source privilégiée. Donc c'est pour les Français et chez les jeunes, pour les 18-24 ans. Je trouvais ça assez étonnant parce que on se dit souvent que la télé classique est un peu morte. On l'annonçait morte il y a des années, mais au-delà des effets d'annonce, on sent que ça reste terriblement puissant, les JT, et toujours chez les jeunes. Oui, il y a énormément de choses effectivement dans ce baromètre. Donc effectivement, j'invite tes auditeurs à cliquer sur le lien. Enfin voilà, pour avoir un peu toutes les informations, des informations qui sont parfois contradictoires. Alors sur l'enjeu de la crédibilité, effectivement, il y a vraiment la radio, les journaux et la télévision qui se tiennent à 5 points. Hein. Ouais. La radio est à 54, les journaux, alors quand on dit journaux, 52. c'est à la fois les sites numériques et puis la journaux presse papier classiques. Et puis le 52 et la télévision 49. Bon, tout ça est quand même très proche. Et surtout, ce qu'on peut noter, c'est que ces trois supports, ces trois types de médias rebondissent assez fortement en termes de crédibilité depuis 2018-2019, où il y avait eu chuté effectivement à moins de 50%. Voilà. Et donc là, il y a un regain de crédibilité qui est assez fort. Alors ensuite, on peut croiser ces chiffres avec l'utilisation par les Français, par les personnes sondées, des différents médias. Et là, c'est la télévision qui est, je dirais, qui reste le média de masse, et notamment effectivement les journaux télévisés, comme tu le mentionnais, qui reste le premier rendez-vous d'actualité, je dirais, pour les Français. C'est là que les Français cherchent d'abord à s'informer. Donc la part de la télévision reste très très forte, et on peut penser que ça se transmet de génération en génération, puisqu'effectivement quand on interroge les plus jeunes, donc les moins de 25 ans, pour eux aussi, les journaux télévisés restent la première source d'information, même si c'est dans des proportions beaucoup moins importantes que pour les 65 seniors, ans et plus, par exemple. On voilà. est presque du simple au double. Chez les 18-24 ans, ils sont 25% à citer en premier les journaux télévisés d'information, donc les JT, hein, comme j'allais dire à l'ancienne, mais en tout cas les JT, à la question quel est le média que vous privilégiez pour être informé au quotidien. Donc ça vient bien devant les réseaux sociaux. Voilà, et donc effectivement, Internet, en revanche, est à la fois extrêmement utilisé comme source d'information, mais ça vient en deuxième, ça vient derrière la télévision, mais avec des niveaux de confiance qui sont extrêmement faibles. Donc la crédibilité d'Internet, effectivement, est jugée beaucoup plus faible que les autres supports dont on parlait précédemment, et le niveau de confiance, la perception que finalement on y est exposé à des fausses informations est aussi beaucoup plus important que pour les autres médias. Donc là, il y a quand je disais que c'était complexe, ou en tout cas il y a des informations paradoxales, c'est que à la fois les Français sont des gros utilisateurs d'Internet, des sites d'information numérique et des réseaux sociaux, mais en même temps, ils s'en méfient beaucoup.
Qui est effectivement intéressant et paradoxal, mais c'est le cas. En fait, on y est confronté, on y va, on les regarde, on les consulte, même si on prend certaines choses avec des pincettes et que la crédibilité n'est pas forcément complète. Oui, Sur je la pense radio, que Vas-y, mais je t'en prie. pour les jeunes générations notamment, il y a certainement l'idée, je suis conscient de, alors notamment sur les réseaux sociaux, je suis conscient que il faut être prudent, voire il faut être méfiant, mais je saurais faire, je saurais me débrouiller, je saurais faire la part des choses, et donc j'y vais quand même, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, il faut faire en plus la part des choses quand on parle des réseaux sociaux entre des youtubeurs type Squeezie, Cyprien ou des producteurs de contenu comme Hugo Décrypte qui voilà, Absolument. sont exactement, Oui, exactement, oui, sont oui, c'est utilisés ça, quand même voilà, c'est vrai. massivement par les 18-24 ans pour s'informer. Bien sûr, bien sûr. Euh, Et il y a des. Mais pour moi, par exemple, alors Hugo Décrypte, finalement, c'est presque devenu une marque de médias. Voilà, c'est donc de même qu'il y a un titre qui s'appelle La Croix et puis une radio qui s'appelle France Info. Bon, bah il y a un site d'information qui s'appelle Hugo Décrypte et qui est une marque média et qui effectivement très intéressante et reconnue. Oui. Exactement. C'est intéressant de voir aussi ce mouvement, comment on est passé, comme il est passé, en l'occurrence de streamer à marque média, un vrai C'est ça. média établi, etc. C'est hyper intéressant. Exactement. On l'aura peut-être un jour. Il écoute Mediarama, je sais Hugo, je le travaille au corps pour qu'il vienne me parler de Hugo Décrypte, qui est évidemment très intéressant. Sur l'indépendance des journalistes, c'est aussi un fait quand même, enfin des données qui m'ont un peu interpellé, l'indépendance perçue des journalistes. À la question « Croyez-vous que les journalistes sont indépendants et qu'ils résistent aux pressions des partis politiques ?» 59% des sondés répondent non, ils ne sont pas indépendants. Donc 59% des Français pensent que les journalistes ne sont pas indépendants aux pressions des partis politiques et ils sont 54% à répondre que non, ils ne sont pas indépendants aux pressions de l'argent. Ce qui est quand même assez énorme. Alors, c'est peut-être une spécificité française. On sait qu'on a une presse qui est en grande partie aux mains de milliardaires avec du positif, du négatif. Hein. Je traite souvent du sujet. C'est pas binaire, noir ou blanc. Il y a aussi la suppression de la redevance. Est-ce que tu penses que ça a pu jouer sur cette indépendance perçue des journalistes? Comment est-ce que tu t'expliques un peu cette défiance? En fait, c'est un mouvement très ancien et le baromètre fait bien apparaître que ça fait des années, en fait, pratiquement depuis le début, donc depuis le premier baromètre en 1993, ou même avant d'ailleurs, hein, les années 80, en fait, cette idée de l'indépendance des journalistes est C'était très déjà assez négativement. faible, hein, effectivement. Voilà, effectivement, on a rarement là. Donc cette année, on est à je crois, oui c'est ça, 24% 24% sur d'indépendance par l'indépendance, rapport aux ceux qui pensent qu'ils partis, sont au indépendants, pouvoir et politique, et puis 26 sur 26% l'argent. par C'est ça. rapport aux pressions de l'argent, c'est le terme retenu. Donc et on n'a jamais dépassé depuis 30 ans, on n'a pas dépassé les 33% quoi. Donc de toute façon, c'est faible. De toute façon, il y a cette et de fait, c'est une comment dire, c'est une gifle un peu pour les journalistes. Enfin, il faut vraiment regarder en face cette perception. Les solutions pour sortir de ça, je pense que c'est la qualité du journalisme qu'on peut faire et effectivement savoir montrer son indépendance par rapport dans les sujets qu'on aborde. Je pense qu'effectivement sur les modèles économiques, et là je pense à la question sur le fait de pouvoir résister aux pressions de l'argent. Il y avait une autre question aussi qui était sur est-ce que c'est bien que un grand nombre de médias appartiennent à des grands groupes industriels, et on voyait que une grosse minorité des sondés disait bah non c'est pas bien, une petite minorité disait oui c'est bien, et puis en fait il y avait une assez grosse minorité aussi qui avait pas d'opinion. Et en fait là on touche un peu, c'est une question un peu sur le modèle économique effectivement des journaux, des
de certaines télévisions, certains journaux, certaines télévisions. De toute façon, il faut des personnes prêtes à investir pour permettre une presse diversifiée. Et je pense que la question de l'indépendance, bon, les résultats sont là, les chiffres sont là, mais une autre façon de prendre le problème, c'est est-ce qu'on a une presse diversifiée? Donc, est-ce qu'on a une presse qui va permettre de s'informer à partir de points de vue éditoriaux différents. Et là, il me semble que la presse en France est quand même bien, pluraliste. Ouais, on a un vrai pluralisme en France. Il y a un grand pluralisme, et donc de ce point de vue-là, les Français ont la matière qu'il faut, enfin ont l'offre éditoriale qu'il faut pour pouvoir s'informer. Un autre chiffre aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait les Français, selon le baromètre, s'informent quotidiennement auprès de un peu plus de 3 médias, je crois que c'est 3,4 ou 3,5 médias, ouais. Par jour. Donc chaque jour, ils écoutent une télé, ils écoutent une radio, ils lisent un magazine ou un journal ou un site, et donc c'est une façon de croiser l'information. Donc moi je trouve ça formidable. C'est-à-dire que l'esprit critique existe en France, et que les Français ont conscience que, de même que quand on assiste à un accident, vous avez 3 témoins, vous avez 3 versions différentes, et bien pour analyser une information, c'est bien de varier les points de vue. Et en revanche, un autre chiffre intéressant, c'est que par rapport aux médias qu'ils consultent le plus fréquemment, voire quotidiennement, interroger sur la crédibilité de ce média et sur la confiance qu'ils font dans ce média, eh bien là, la confiance est très élevée. Elle est souvent autour de entre 60 et 70%. Et donc, ça veut dire que les Français se font un peu leur propre choix, leur propre sélection. Et une fois qu'ils ont fait leur sélection, ils sont assez confiants dans l'information qui va être donnée par le ou les médias qu'ils privilégient. D'accord, il faut trouver son média et lui faire confiance. C'est ça. La confiance vient avec le choix, en fait. Et ouais. Ça, je pense que si on fait un pas de côté et qu'on regarde dans des régimes autoritaires ou des régimes où la presse est contrôlée, il peut y avoir plusieurs titres, mais le niveau de confiance est très très faible au sein des opinions. Voilà. Et ce que nous offre la démocratie et le pluralisme, c'est qu'on peut avoir un regard critique sur les journalistes, critique sur le traitement de l'info, mais en même temps, on finit quand même la plupart du temps par trouver le média qui va dans lequel on va faire confiance. Ok, intéressant, effectivement. Mais je pense que tu as raison quand même de soulever qu'au final, une des clés quand même de ça, c'est ce pluralisme. Qu'on pense qu'il y ait des pressions politiques ou d'argent, que ce soit vrai ou pas, en fait, à partir du moment où on a des centaines de titres, et sur l'échiquier politique du plus extrême gauche au plus extrême droite, bon, à un moment donné, ça veut dire que si on arrive à lire 3,4 médias qui ne sont pas que dans une bulle, un filtre, qui ne sont pas exactement les mêmes, on doit, en faisant la moyenne, avoir quelque chose qui se rapproche de la réalité, de la vérité. Oui, c'est ça. La vérité, elle est la vérité. Enfin, c'est un terme évidemment qu'il faut manier avec beaucoup de prudence. La réalité, elle est à aborder avec différents prismes et différents points de vue, et c'est ainsi qu'on pourra arriver à cerner le mieux possible la réalité. Exactement. Et je rebondis justement là-dessus, puisque en fait, l'inverse de la réalité, dans nos métiers, dans les médias, ce sont les fake news, la désinformation. Donc il y a tout un pan dans le baromètre qui revient sur comment on peut lutter contre la désinformation. Je trouvais assez étonnant ce chiffre qui dit que 47% des usagers de l'information ont déjà eu recours à des fact-checkers. Donc c'est assez optimiste, je trouve, parce que je pensais que c'était beaucoup moins que ça, et que ça c'était là, mais je sais pas si c'était vraiment utilisé. Et des actions, celles qui sont appelées en tout cas par les votants dans l'ordre pour à mettre en œuvre contre la désinformation, il y a donc davantage réguler les informations partagées sur les réseaux sociaux. Donc il y a un vrai appel quand même à de la régulation. En deuxième, promouvoir l'éducation aux médias à l'école dès le plus jeune âge,
que les médias et journalistes expliquent davantage comment ils travaillent, donc de la transparence sur la manière de faire, de trouver, de sourcer l'info, de la contrôler, de la vérifier, développer des outils et initiatives de fact-checking, et enfin promouvoir l'éducation aux médias à destination des adultes. Je trouvais ça aussi assez intéressant. Est-ce que tu penses qu'on en fait assez dans cette lutte contre la désinformation? On a été très volontariste en posant ces questions et en fait, les 5 items que tu as développés, aucun ne franchit la barre des 50%, quoi. C'est-à-dire au mieux, davantage réguler les informations partagées sur les réseaux sociaux. Cet item, il reçoit 39% d'approbation. Donc ça veut dire que pour le moment, sur les solutions vis-à-vis de la désinformation, je pense que le débat démarre tout juste, que la prise de conscience peut-être parmi les internautes, parmi les adeptes des réseaux sociaux ou les utilisateurs, on est tous des utilisateurs des réseaux sociaux, mais la prise de conscience par rapport aux enjeux de la désinformation, elle est aussi seulement en train d'apparaître et de se construire. Donc on a posé aussi une question qui était, on a mis en opposition deux termes, la régulation et la liberté d'expression. Et donc, on a posé la question entre plus de régulation sur les réseaux sociaux et la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous privilégiez? Et il y avait un raz-de-marée en faveur de la liberté d'expression. Alors c'est d'une part parce que je pense le débat sur la régulation, là aussi, il est juste en train de naître, c'est-à-dire comment est-ce que, enfin, il existe peut-être depuis 2-3 ans, mais c'est quand même encore un débat qu'il faut faire évoluer, à qui il faut donner de l'ampleur. Mais donc, on voit que l'attachement à la liberté d'expression est très fort, et tant mieux. C'est quand même une valeur fondamentale et ça fait partie du socle des grandes libertés. Et la régulation apparaît comme quelque chose, une sorte d'intervention de l'État ou d'intervention de l'administration. Donc, on a sans doute que l'opposition entre ces deux termes, elle était intéressante à faire apparaître, mais elle ne dit pas tout finalement des mesures qu'il faut prendre pour malgré tout faire en sorte que la loi, enfin les lois qui s'appliquent sur les médias classiques, la même loi doit s'appliquer aussi sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. On ne devrait pas pouvoir injurier sans être poursuivi sur les réseaux sociaux ou faire de la discrimination et des appels à la haine, etc. Donc tout l'enjeu de la régulation, peut-être qu'il faudra le poser un petit peu différemment pour faire prendre conscience que il y a un vrai enjeu sur ce sujet. Et l'éducation aux médias, effectivement, je pense que là aussi c'est un terme encore assez neuf, que ce soit à l'école ou que ce soit vis-à-vis des adultes, mais c'est sûrement des actions qu'il faut développer et pour lesquelles un certain nombre de médias sont déjà bien engagés. Oui, et j'en ai reçu, et j'essaierai de mettre aussi l'accent là-dessus sur les initiatives, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites et qu'il faut évidemment relayer. Super. Jean-Christophe, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose que je n'ai pas soulevé dans ce baromètre que tu voudrais mettre en avant? Alors, ouais, peut-être un petit point. Alors, du coup, pour non pas prêcher pour ma boutique, mais on a voulu faire apparaître cette année. Finalement, d'habitude, on faisait comme grande catégorie de médias, on mettait télévision, radio, presse et internet. Et en fait, sur deux trois questions, on a voulu faire apparaître que la presse, que ce soit la presse quotidienne, nationale ou régionale, cette presse-là, elle se décline aussi sur les sites internet et les applications de smartphone. Et donc et ce qui était très intéressant, c'est que sur deux ou trois questions où justement on a séparé un petit peu, on a mis en évidence le fait que la presse existait aussi sur ces supports numériques. Eh bien, on constate que les marques de presse, les Français et les personnes qui étaient sondées dans ce baromètre les rencontraient d'abord sur le numérique et ensuite plus faiblement, c'est-à-dire un moins grand nombre, sur le papier. Et ce que ça montre, c'est qu'en fait, ces grandes marques de presse sont devenues, je dirais, aussi, et voire même d'abord,
des marques numériques. Alors c'est très clair pour Le Monde, par exemple, hein, dont on sait qu'il a un trafic, une audience numérique extrêmement forte, mais c'est aussi vrai pour La Croix et c'est vrai pour tout un tas aussi de journaux de la presse quotidienne régionale, par exemple, qui ont beaucoup développé leur offre numérique. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que cette révolution numérique qui existe depuis une dizaine d'années en France, eh bien, les grands titres de presse ont su se transformer et existe sur le numérique et touche de nouvelles audiences, parce qu'évidemment j'imagine que la moyenne d'âge d'un lecteur sur La Croix numérique n'est pas la moyenne d'âge du lecteur papier de La Croix. C'est tout à fait ça. Donc voilà, ça nous permet effectivement de toucher des internautes effectivement beaucoup plus jeunes. Eh bien, écoute, merci beaucoup Jean-Christophe. Merci pour ce travail que vous faites depuis 33 ans. Enfin, 36, c'était le 36e, pardon. C'est ça. Le 36e baromètre, ça permet d'avoir un vrai recul et de voir cette évolution. Donc, merci de ton temps. Et puis, je te dis peut-être à bientôt pour parler de plus globalement du journal La Croix. Pourquoi pas ? En l'occurrence. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt. Salut. Et merci pour ce podcast. Au revoir. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.